Eh bien, bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venu ce matin pour ce 7e Buzz and Breakfast. En fait, il y a quelques mois, je me suis engagé avec l'agence dans une formidable aventure collaborative avec mon ami Sébastien Destremaux, qui est là, et son projet en tant que skipper, son projet autour du monde, Fès Océan. Voilà. Alors en fait, c'est de là qu'est venue un peu l'idée et l'envie d'en savoir plus sur ces démarches collaboratives, sur cette économie collaborative. Mais c'est vrai que c'est important pour nous de comprendre comment cette économie, elle peut faire souffler un vent nouveau sur les entreprises. Pas simplement sur les startups et dans cette démarche d'économie collaborative, mais plus globalement, et en fait les préparer à un monde qui change. L'économie collaborative aujourd'hui, c'est merveilleux d'en parler parce que c'est à la fois une réalité, et nos invités vont nous le prouver, et en même temps c'est un fantasme quand on regarde l'économie française. Parce que l'idée du rendez-vous de ce matin, c'est aussi de dire quelle est la portabilité des méthodes de l'économie collaborative, de son esprit, de ses techniques, dans des environnements où on n'est pas nécessairement créateur de start-up, on peut être salarié, cas de sub, dans un grand groupe. Comment on peut s'approprier ces méthodes, soit pour un projet personnel, soit pour les amener dans son entreprise et faire des choses de façon ponctuelle, sectorisée, et pas nécessairement tout disrupter avec du collaboratif. Si tant est qu'on puisse le faire. Voilà, c'est juste une définition à vous, très personnelle, intime, de ce qu'est l'économie collaborative. Charlotte, vous commencez. Je pense que pour théoriser l'économie collaborative, est-ce que le concept le plus simple à appréhender, c'est de passer de la propriété à l'usage. C'est le concept de Blablacar. Au lieu d'avoir une voiture, on partage la voiture de son voisin pour faire un trajet Paris-Toulouse. Au lieu d'aller dans un hôtel, on va chez Airbnb. Voilà, c'est je pense, une bonne définition de l'économie collaborative, qui est de passer d'un monde propriétaire à un monde de l'usage, et qui, je pense, accompagne aussi une révolution verte qu'on doit tous faire. Pour moi, l'économie collaborative, je l'ai découverte avec Virtual Regatta et ce projet Fès Ocean. Et j'ai découvert des KissKissBankBank et des choses comme ça, et ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que dans le montage du projet de Fès Ocean, c'était vraiment l'idée que j'avais grâce à Virtual Regatta, tu l'as dit tout à l'heure. On en reparlera, mais voilà, c'était une grosse audience, beaucoup de monde. Comment on peut faire participer tous ces gens à un projet et les faire rêver, et leur jeter un grand seau d'eau de mer dans le visage pendant quelques mois à partir de début novembre. Donc c'est un peu ça, voilà. Pour moi, l'idée du collaboratif, c'est ça. La définition qu'on donne dans le livre, c'est une communauté de personnes qui vont avoir envie et intérêt à se rendre des services entre elles. Pour moi, ça tient en 3 mots, c'est faire mieux ensemble. Et moi, ce qui me plaît avec l'économie collaborative, c'est qu'en fait, c'est pas nouveau. Je suis désolé de vous décevoir, mais finalement, tout ce qui a changé, c'est juste qu'aujourd'hui, avec les nouveaux outils qu'on a, on peut le faire de manière beaucoup plus large, beaucoup plus importante, à des échelles différentes. Mais finalement, en soi, les fondamentaux, les racines, elles sont très anciennes. Est-ce que l'économie collaborative permet de regarder le client différemment ? En fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu écrire ce bouquin, c'est pour démystifier l'économie collaborative. Parce que souvent en France, on a tendance à résumer l'économie collaborative sous le terme de ubérisation. Et en fait, pour moi, ça n'a rien à voir. Et donc pour répondre à la question sur le client, bien sûr que, en général, dans une boîte, le problème qu'on a assez vite, c'est que quand on démarre, Antoine, il est là-dedans, on est proche de son client, parce qu'on n'en a qu'un en général, donc on le chouchoute. Et puis après, l'entreprise grossit, etc., etc. Et donc le risque, c'est que petit à petit, en fait, on s'écarte du client sans s'en rendre compte. Et donc on a moins la conscience ou l'obligation du client. Quand le client est tout le temps au cœur, finalement, c'est presque une façon de protéger l'entreprise, parce qu'on est toujours connecté à lui, on est toujours en train de co-construire avec lui. Donc, ça permet de faire mieux ensemble, pour revenir à ma définition. Je reviens sur PME Central, qui vous a lancé dans cet univers sans qu'il y ait les mots à la mode à plaquer dessus. Comment ça marche, PME Central? Qu'est-ce que c'est? Alors, au départ, c'est une centrale d'achat pour des PME. Ces contrats, ils sont négociés par qui? Ils ne sont pas négociés par des salariés de PME Centrale. Ils sont négociés par des salariés, des adhérents de PME Centrale. Une fois qu'un contrat est signé avec Renault ou Peugeot, notre adhérent, qu'il soit à Lyon, à Lille ou à Bordeaux,
Il va chez son concessionnaire à côté de chez lui, il commande sa voiture, qu'elle soit rouge ou bleue, avec la clim ou sans la clim. Il paye directement le concessionnaire, donc on ne coupe pas le lien local entre le client et le fournisseur. La seule différence, c'est qu'il dit je suis adhérent PME Centrale, comme il dirait je suis filiale de Bouygues ou de Areva ou de je ne sais pas quel grand groupe. Et donc, il va avoir une remise qui aujourd'hui est quasiment l'équivalent de celle des groupes. Donc c'est chouette parce que ça veut dire qu'une petite boîte de 3 personnes qui achète un véhicule tous les 5 ans, elle achète aux mêmes conditions quasiment que Bouygues aujourd'hui. Et donc ça c'est vraiment notre moteur. Comment le management collaboratif, appelons-le comme ça, comment on se l'approprie? Ça ne se fait pas forcément sans conflit. Un acheteur dans une de nos PME qui vient adhérer à PME Centrale, au démarrage, en général, il se dit « Ouh là là, on va me piquer mon job ». Et en fait, il découvre qu'au contraire, on va le faire participer et que c'est grâce à lui qu'on va faire mieux. Donc oui, la difficulté principale, je la situerais sur la perte de pouvoir. Après, en fait, pourquoi ça fonctionne? On revient à des basiques extrêmement simples. C'est de l'humain. Antoine, vous, qu'est-ce qui vous a intéressé de parler collaboratif avec votre aîné et qu'est-ce que vous attendez de cette économie-là? C'est que le système collaboratif permet de valoriser un petit peu le capital immatériel de chacun, c'est-à-dire les passions, les talents de chacun. Dans tous les projets collaboratifs, c'est ça la valeur ajoutée qui est proposée, c'est de permettre à chacun de cuisiner pour les autres, de les guider dans leur ville, de leur apprendre la musique. On peut imaginer plein de choses et je pense que c'est ça qui plaît aussi à cette génération, à notre génération, c'est la possibilité qu'elle offre de vivre un jour de ses passions. S'il y avait 3 choses à retenir. Des choses à retenir, et peut-être en lien avec la question d'avant que vous posiez à Gaëtan, le principe du collaboratif dans le management, c'est de donner envie à un groupe de fonctionner ensemble. Donc, c'est-à-dire, premièrement, donner du sens à ce que chacun fait. Deuxièmement, c'est mettre en place des valeurs, l'intérêt des valeurs. La troisième chose, c'est de créer de la vie dans ce groupe. Ça peut être des événements comme ça, mais c'est aussi beaucoup tourné autour de l'innovation en permanence. C'est quelque chose qui fait énormément avancer les gens, d'être en permanence en contact avec les clients pour améliorer en permanence ce que fait l'entreprise. En France, en fait, on a un problème, c'est qu'on est mort de peur. Ce qui se passe en ce moment, si on le regarde dans la rue, etc., c'est que tout le monde a la trouille. Et en fait, si on avait un peu moins la trouille et qu'on se faisait un peu plus confiance en soi-même déjà, en les autres, mais aussi en l'avenir, déjà, on serait beaucoup plus détendu, etc. C'est-à-dire, pour parler concrètement, ça peut aller plus vite avec le collaboratif? Oui. Ouais, moi, j'ai un exemple tout à fait concret. Ah bah, allons-y. 2 exemples très, très particuliers. La dernière Volvo a été la dernière Volvo, ça a été celle où ils ont commencé à mutualiser et donc à collaborer. Toutes les équipes ont commencé à collaborer ensemble parce que la Volvo, c'était des tarifs de participation qui étaient de 40-50 millions. Ils se sont dit c'est pas possible, on va pas continuer comme ça, on atteint des sommets colossaux, enfin des chiffres colossaux, on n'y arrive plus, donc ils ont mutualisé. Ça n'a pas été tout à fait commode. Ils sont arrivés à obtenir la même chose avec des équipes qui étaient de l'ordre de 20 personnes au lieu d'être 70 et des budgets qui, pour gagner maintenant la Volvo, c'est un budget qui est de l'ordre de 15 millions d'euros au lieu de 50. Donc on commence à... Ça reste de l'argent, hein, mais voilà. Donc ça, c'est le monde anglo-saxon qui a réussi à se mettre d'accord, avec des tiraillements, hein, mais qui a réussi à se mettre d'accord sur du collaboratif pour éventuellement dépenser moins. Alors c'est là où je te rejoins pas trop, c'est quand tu dis je vais pas perdre mon job. Le collaboratif, quand tu mutualises, forcément, il va y avoir des jobs en moins. Mais l'entreprise va être plus saine. Et elle va pouvoir se développer. Certes, ça divise les budgets, mais ça divise les équipes. Y a une frilosité, et cette frilosité, Gaëtan en parlait. Il disait, mais dans quoi on met le doigt? On va perdre notre pouvoir, on va perdre le monopole de l'information, on va perdre nos petits fournisseurs, nos petits clients. Pas d'accord, Charlotte? Non, je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, mais c'est un sport national en France que de s'auto-tirer des balles dans le pied, ou de s'auto-décrédibiliser en tout cas. Mais la scène, la vérité c'est que la scène des startups de l'économie collaborative en France est très vibrante et ultra développée, et je pense la plus développée de l'Union européenne. On a Blablacar, qui n'est pas une toute petite boîte. On a La Ruche qui dit oui, on a KissKissBankBank. On est un des seuls pays en Europe à avoir 2 plateformes à dimension européenne de crowdfunding. Il y a quelques 400 boîtes de crowdlending qui sont créées l'année dernière.
On a des boîtes qui n'ont pas de concurrents américains, je pense à BlaBlaCar et à La Ruche qui dit oui. On a le WeShareFest qui a lieu ce week-end, je vous invite à y aller, qui est le festival international de l'économie collaborative, qui est, je pense, un des plus gros festivals sur le sujet dans le monde. Donc on a une vraie scène qui est très vibrante et qui, en plus, pour rebondir sur ce que tu disais, Gaëtan, a des vraies collaborations et des vrais liens avec l'ancien monde. Comment les entreprises du vieux monde viennent à vous et comment ils s'approprient les outils que vous mettez à leur disposition? Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs secteurs. Bien sûr, oui. Alors déjà, je pense qu'on est toujours des outils complémentaires du monde plus traditionnel de l'économie. On a des partenariats historiquement avec des grands groupes, avec des médias, avec des institutions, avec des festivals, parce que par définition, on est un carrefour d'entrée, tout le monde a besoin de financement. On a un partenariat avec la Banque Postale, par exemple, qui vient chaque mois soutenir des projets sur KissKissBankBank, qui vient aller incarner, en soutenant des projets, les valeurs du crowdfunding, qui sont de solidarité, du partage, de l'innovation, qui vient aller porter ces valeurs et aller faire une cure de jouvence avec ces valeurs-là. On monte pour eux, nous, des opérations sur mesure. On a monté la Social Cup, qui est une Coupe de France de l'entrepreneuriat social étudiant. Donc, avec les marques, ce rapport est plutôt sur du transfert de valeurs et de l'injection d'innovation et d'empathie et de partage et des valeurs très fortes. Souvent, les projets naissent chez nous. C'est-à-dire que les projets naissent, c'est la première fois qu'ils sont publics sur nos plateformes. Donc, c'est une très belle réserve d'histoire pour les journalistes. Donc, pour moi, les collaborations sont très vertueuses si elles sont intelligemment pensées entre ce qu'on peut appeler de façon un peu cliché l'ancien monde et le nouveau. Alors, on va se pencher sur un projet, un cas concret, c'est le vôtre, Sébastien. Moi, j'ai l'impression que tout part de... Il y a votre passion pour la voile, évidemment, mais il y a Virtual Regatta Oui. qui est quand même le terreau de cette affaire-là. Le jour où tu décides de dire le prochain Vendée Globe, je serai au départ, et ça veut dire un bateau, une préparation, une inscription, des qualifications, plein de trucs. Tu réfléchis bien en regardant bien ton nombril. Et en te disant qui je suis et comment je vais faire pour monter ce projet. Je me suis dit, pour moi, le seul truc qui compte dans le crowdfunding, c'est l'audience. Il faut ratisser extrêmement large. Que ce soit l'entreprise ou le particulier, c'est exactement le même fonctionnement. C'est du collaboratif et on peut chacun mettre son visage sur le bateau, participer au Vendée Globe pour une somme de 20 balles. Est-ce que ça ne transforme pas le bateau lui-même en une immense tête de gondole ou est-ce que... C'est complètement différent. C'est-à-dire que si tu as une grosse boîte qui met un gros ticket, tu vois, et puis qui va avoir son nom étalé partout, très bien, voilà, c'est de la... C'est son bateau. C'est son bateau, c'est ceci. Nous, non, c'est face océan. Ouais. Le bateau, c'est face océan. Ouais. Après, il y a des entreprises qui sont exposées en petit. C'est pas, on ne vend pas de l'exposition pendant le Vendée Globe, tu vois. On vend du face océan. L'idée, c'est de rester collaboratif aussi bien au niveau public qu'au niveau entreprise. Et puis, un projet collaboratif, si tu n'y vas pas, toi, individu, si tu n'y vas pas avec ton cœur, c'est pas la peine d'y aller. Tu n'iras pas. Tu ne vas pas mettre 20 balles sur un truc où tu n'as pas envie d'y aller. Ce qui nous fait tous rêver quand on participe à un projet de crowdfunding, c'est d'être la main de Dieu, c'est de faire partie de l'aventure, c'est de voir le dernier la scène et c'est d'être celui qui permet au projet d'aboutir. L'empathie compte énormément dans cette relation entre un projet et ses supporters. Et donc on n'est pas du tout dans un... Les gens ne vont pas aller chercher un lot, en fait, on n'est pas dans une tombola. Moi, ce dont j'ai envie, c'est de monter avec toi sur le bateau, c'est d'être ton équipier. Il y a une clé de succès de l'économie collaborative qui est là, je trouve, et que je vois quasiment à chaque fois dans tous les exemples que je peux connaître, c'est que quand on démarre dans ce sujet-là, il ne faut pas vouloir démarrer super large. Il faut au contraire travailler sur un noyau dur, tout petit, mais de gigas convaincus. Et c'est petit à petit, ça va faire tache d'huile, ça va s'élargir. Je pense que c'est vraiment une des clés de succès de l'économie collaborative. Parmi vous, vous êtes 40 ou 50 dans la salle, vous pouvez mettre 20 € sur le bateau, mettre votre visage, et ensemble, on va aller plus loin. Et on va aller plus loin, on va aller faire le tour du monde ensemble. Voilà. Merci Sébastien, merci Gaëtan, merci Antoine.